veillée, Agence nationale d'enregistrement et de suivi des partis politiques, cela a été retiré et a laissé place à ce qui se faisait d'habitude. Donc, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur va continuer par assurer l'enregistrement des partis politiques, mais le financement, le suivi du financement et le suivi du fonctionnement des partis sera dévolu à la CEDA. Ensuite, il y a eu quelques mesures d'assouplissement au niveau des conditions de financement. Préalablement, il était dit que les partis politiques devaient avoir un certain nombre de députés dans un certain nombre de circonscriptions, qui paraissait un peu élevé. Aujourd'hui, dans la nouvelle proposition qui est déposée pour la plénière, après étude en commission des lois, à la commission des lois de l'administration des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, un parti politique doit pouvoir obtenir 1/5 des membres, c'est-à-dire un cinquième des députés. Un parti politique doit pouvoir conquérir 1/5 des places dans au moins un quart des circonscriptions électorales, alors que dans la proposition initiale, c'était les 2/5 qui étaient prévus. Il y a eu aussi, entre autres, la suppression des dispositions sur la transhumance. Pas pour dire qu'en réalité, on ne mettra pas fin à la transhumance, mais il y a un palliatif qui a été trouvé. C'est-à-dire que pour des raisons d'applicabilité que cela induirait si l'on introduisait cette disposition dans la charte des partis politiques, les commissionnaires donc, ont proposé que l'on touche, que l'on revoie plutôt que l'on amende le règlement intérieur de l'Assemblée nationale portant loi 2001-30 du 11 décembre 2001 portant détermination des indemnités parlementaires et autres avantages des députés, et aussi la loi sur la décentralisation. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, ça va toucher... Ça va toucher les avantages des députés. Et si jamais vous arrivez, en fait... et vous êtes un transhumant. Vous risquez de perdre totalement vos avantages. Donc, en réalité, les craintes de l'opposition, par exemple, parce qu'il a été toujours dit que nous faisons des amendements, mais ça n'est jamais pris en compte. Ce n'est jamais pris en compte. Tout ça. Voilà la réalité. Donc, vous constatez avec cette nouvelle proposition, donc c'est pris en compte. Ce que le président de la République, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, je ne veux pas exagérer à travers mes propos, à de plus cher que les autres, c'est qu'il est un homme visionnaire. C'est qu'il voit un peu plus, il imagine, mais il anticipe déjà sur les faits. Et il laisse l'âge ouverture donc, de réflexion aux uns et aux autres. Mais là, il ne s'agit pas du chef de l'État. Là, il ne s'agit pas du chef de l'État, je le dis. C'est une initiative parlementaire. C'est une initiative parlementaire, je n'en disconviens guère. Mais voyez-vous, qu'est-ce que cette initiative parlementaire vaudrait sans des directives, sans des instructions qui seraient données par le régime en place? C'est pourquoi je fais le lien entre les deux. Je ne dis pas que c'est le chef de l'État qui a fait ces propositions, etc., etc. Mais vous savez, c'est un tout. Quand je parle de tout, c'est TOUT. C'est un ensemble. Et donc, les uns et les autres, parce que vous devrez le reconnaître qu'en amont, c'est une initiative du chef de l'État, déjà en tant que candidat, mais après, donc, en tant que chef de l'État, qui a donc voulu taper dans la fourmilière pour nettoyer plus ou moins la maison, en proposant, en initiant donc une telle réforme à travers donc tout naturellement des honorables députés à l'Assemblée nationale qui doivent porter le projet, etc., et voter cette proposition de loi. Et donc, il a pris en compte cette réforme-là, donc cette réforme, elle a pris en compte disons que les sentiments des uns et des autres, rien que pour la consolidation de la paix et de l'unité nationale. C'est pas, et je le répète encore une fois, ce n'est pas dit à la population que, bon, désormais, on voudrait supprimer les partis politiques, par exemple. Désormais, on voudrait qu'il y ait un seul parti politique en République du Bénin parce que on veut vassaliser la République, etc., etc. Pour vous dire, donc, vous voyez combien de fois on a laissé cette ouverture-là en tenant compte des options des uns et des autres pour que
tout le monde puisse pouvoir se retrouver dans ces réformes-là pour que personne ne puisse dire après que non, c'est des réformes taillées sur mesure, c'est des réformes qui vont tenir compte donc de la mouvance ou de la majorité, etc., etc. Et vous allez voir, parce que ce n'est qu'un deuxième pas. Ce n'est qu'un deuxième pas considérable qui est fait à travers cet amendement-là, ce nettoyage, qui sera encore mis en plénière et les discussions suivront. Tout à fait. Donc, les débats vont se poursuivre. Les débats vont se poursuivre, à l'Assemblée nationale, quitte à améliorer. De toute façon, Emery Olabi, Abel Dako, les députés ont compris parce que vous voyez déjà de grands blocs qui se constituent. Et d'ailleurs, je voudrais vous inviter à suivre cet élément et nous allons revenir pour en discuter. Des partis politiques béninois réunis pour mettre en place ce qu'ils disent être la fondation de l'intelligentsia politique. Ces forces politiques, entre autres, l'Union fait la nation, la Renaissance du Bénin, les forces démocratiques unies, alternatives citoyennes, entendent s'unir au sein d'un grand parti plus fort et plus grand qu'elles appellent pour l'heure Bloc progressiste. Un parti qui garantit et promeut la paix, la démocratie, l'état de droit et les libertés individuelles et collectives des citoyens. Un parti au service du développement harmonieux, durable et équilibré de notre pays. Les forces politiques signataires de la présente déclaration se fixent donc pour mission principale de constituer un cadre organisationnel intégrateur des aspirations des citoyens béninois en général et de ses membres en particulier. Elles entendent contribuer efficacement à l'édification d'une nation prospère. Oui, nous le pouvons et nous le devons à la génération montante qui chaque jour devient légitimement plus exigeante. Le bloc progressiste réaffirme son soutien sans faille au président Patrice Talon pour ses efforts et ses idéaux qu'il dit capables de conduire le Bénin au rang des pays développés. Nous sommes donc condamnés, oui, à réussir ensemble. C'est une vérité, c'est une connaissance acquise et quiconque ne croit pas en cette connaissance n'a qu'à essayer l'ignorance. Ce regroupement politique aidera le président de la République. J'en conviens, j'en suis certain. Nous en sommes convaincus. Je voudrais exhorter les autres forces à soutenir les amendements de notre loi fondamentale par un oui triomphant au prochain référendum. Nous nous imposons ce choix afin que tous les vents nous soient favorables. Quiconque s'imagine une autre voie s'engage avec certitude sur le chemin d'un nouveau désastre politique. Occasion pour ces formations politiques de la majorité présidentielle d'appeler leurs militants à se tenir prêts pour l'organisation prochaine du congrès constitutif de ce bloc. Nous lançons un appel patriotique à nos militants et sympathisants, à tout le peuple béninois et particulièrement à sa jeunesse, toutes catégories confondues, afin qu'ensemble, nous nous engagions pour préparer le congrès constitutif et implanter dans notre pays un véritable parti pour la démocratie et le progrès. Cette création future d'un grand parti plus fort et plus grand vient en soutien aux ambitions du chef de l'État de réformer le système partisan béninois. Sur ce, les partis membres de ce bloc, qui sont pour l'heure au nombre de 11, n'ont pas manqué d'exhorter d'autres forces indécises à les rejoindre. À l'instant, le compte-rendu de Maro Fabiola Boussari, et dont vous comprenez que des acteurs politiques sont prêts à s'oublier pour
de grands blocs. Je voudrais que vous ajoutiez que des acteurs politiques, pas des moindres, parce que quand on parle de partis politiques en République du Bénin, partis politiques véritablement, hormis donc le président de l'Assemblée nationale que nous n'avons pas vu à travers cet élément témoin, il faut dire que... Parce que, bon, il faut dire qu'il y a d'autres blocs qui vont également se créer. À ces 11 partis politiques. C'est le second qui vient de s'annoncer. Voilà, donc il y a Dynamique Unitaire. Qui est passé la dernière fois. Et tout ça, donc il y a d'autres blocs également. Alors, donc, vous voyez, la crème des crèmes, si on peut parler en ces termes, se réunit déjà pour former véritablement un bloc autour donc, de cette initiative du chef de l'État. Tant mieux pour la République du Bénin, tant mieux pour le système démocratique pour lequel nous avons opté depuis 28 ans. Il faut quand même dire aussi que l'opposition devrait se regrouper. C'est impérieux aujourd'hui. Je crois, oui, mais il faut voir déjà que on peut déjà lire peut-être un grand bloc de l'opposition qui s'est déjà formé en parti politique, qui était une fédération de partis politiques et qui aujourd'hui est un parti politique. Je vais peut-être nommer les FCBE. Maintenant, quant à ce que ils fassent, c'est-à-dire que l'UCL s'ajoute au FCBE, ça c'est à voir. Mais pour ce que nous savons et que nous avons vu, pour le moment, nous avons 2 grands blocs qui se sont annoncés. Précédemment Dynamique Unitaire et hier le bloc progressiste. Donc qui semble donner le top des grands regroupements. Ce n'est que pour le bénéfice de la démocratie béninoise. Et comme il a rappelé tout à l'heure, nous sommes le laboratoire. On est dit être le laboratoire de la démocratie africaine. Je dirais même pas béninoise, africaine. Et les autres pays nous regardent de très près et admirent parfois la façon ce que nous faisons. Espérons que cette nouvelle approche que nous sommes en train nous voulons commencer par expérimenter soit un succès, un franc succès, parce qu'en réalité, voyez-vous, regrouper autant de personnalités pour porter des idéaux qui sont portés individuellement, c'est là en fait le challenge. Parce qu'en réalité, on n'arrive souvent pas à mettre 2 Béninois ensemble pour porter les mêmes idées. Ils sont prêts à se séparer, chacun dans son couloir, pour dire la même chose de sa manière. Mais réussir à faire ça, c'est un grand pas. C'est un grand pas parce que ça peut suivre dans d'autres domaines, autres que la politique. Donc ce n'est qu'à encourager. Et voilà. Et Mairie est bien placée pour parler. Donc, il y a quand même... Excusez-moi de cette terminologie que le chef de l'État rejette entièrement maintenant de la béninoiserie. Excusez-moi, il est très bien placé pour savoir que quand vous mettez les cerveaux béninois l'un près de l'autre, vous n'avez jamais pratiquement le résultat auquel vous vous attendez. Mais Romiar, oui, permettez-moi de dire quelque chose. Attention, ce que nous disons ici ce soir sur ce plateau n'est nullement une position qui exclut l'opposition. Attention, l'opposition a bel et bien sa place dans ces réformes-là, parce que la vie, l'animation d'une vie politique comprend à la fois l'opposition et la mouvance. Tout à fait. Attention. Et donc, ce n'est pas que nous rejetons l'opposition. Non, l'opposition veillera naturellement au gré. Mais ce qu'on dit, attention, il faut que ce soit une opposition concrète. Il faudrait que ce soit une opposition qui voit quand même les choses, pas toujours dans le bon sens, mais lorsque c'est bon, il faut avoir le courage de dire c'est bon. Mais lorsque c'est pas bon également, dites c'est pas bon, mais nous pensons que si vous procédez de telle ou telle manière, ça pourra marcher. Attention. Et donc, les FCBE et l'USL et bien d'autres partis qui naîtront seront toujours les bienvenus dans cette escarcelle-là pour permettre donc de booster le système politique du Bénin. C'est très important. J'aimerais dire quelque chose. Oui. C'est-à-dire que le regroupement ou les regroupements qui ont commencé par se faire ne veut pas dire obligatoirement que
qu'un parti ou que un nombre de certaines parties sont obligés de se former. Si vous estimez que vous avez la carapace, que vous avez l'amplitude de pouvoir couvrir tout le territoire national et donner des résultats partout, vous êtes libre de continuer tout seul. Personne ne vous force à Parce que sans envergure nationale, il vous serait difficile, par exemple, de détenir un certain nombre de députés dans un certain nombre de circonscriptions électorales et de pouvoir bénéficier du financement public. Donc, voyez-vous, si vous pensez que si en fait certains partis fait de l'eau solitaire, l'eau solitaire et pensent qu'ils peuvent, ben c'est tant mieux. Mais c'est-à-dire que bon, allons-y. On ne dit pas que, vous voyez-vous, c'est flexible. Ce n'est pas une obligation de vous mettre en bloc. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est toujours mieux. Ensemble, on est plus fort. Et il faut encourager ceux qui sont en train d'aller vers cette dynamique, parce que ça nous permet aussi d'éclaircir un peu le paysage politique du pays, de voir aussi des idéologies, des idées circuler. Parce que chaque bloc, avec la réforme qui est en vue, chaque parti politique va devoir maintenant décliner son idéologie, son projet de société ou sa vision. Réalité, puisque vous en parlez. Sa vision, tout à fait. C'est une obligation. Puisque ils ont annoncé, ils ont dit les progressistes. Nous savons tout à quel chapitre politique il faut ranger les progressistes. D'aucuns estiment que les idéologies ou l'idéologie d'un parti politique, ce n'est pas fait pour nous. Démocratie africaine, démocratie béninoise, c'est discutable. Je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas copier systématiquement toutes les théories qui sont appliquées aux démocraties occidentales, aux démocraties africaines, parce qu'ils ont certaines réalités. Et il faut peut-être tirer le meilleur de ce qui est fait là-bas et l'associer aux dynamiques locales que nous avons ici, chez nous, et en faire un label. Et je pense qu'après 28 ans de démocratie, les nôtres auraient compris. Et s'ils n'ont pas compris, c'est qu'on risque de continuer dans l'erreur. Et je crois fermement qu'ils ont compris qu'il faut peut-être aller vers des idéologies, mais en tenant compte des réalités locales. Puisqu'on vous demande de dire votre projet de société. Votre projet de société ne sera pas à l'occidental. Vous tiendrez compte des réalités de chez vous, de vos terroirs, pour proposer des projets de société. Donc les valeurs qui vont circuler autour font forcément intégrer des valeurs du territoire, des valeurs nationales. Compte tenu des réalités locales, obligatoirement. Et on pourrait avoir également une idée des militants d'un parti politique, parce que on a l'impression que, voilà, vous convoquez, vous invitez des personnes à un meeting, vous les voyez au meeting de INS, vous les voyez au meeting de Y. On va aller donc sûrement vers des cartes, vers un fichier, et puis vers des cotisations. Vous êtes membre d'un parti politique. Je pense qu'avec ces réformes, les partis doivent pouvoir se prendre au sérieux, parce que le financement de l'État va être bientôt suivi. C'est-à-dire qu'on vous finance, mais on va vous contrôler. Mais c'est clair. Donc du coup... Et même à part ce financement, il y a également les ressources propres du parti, Abel Dako. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Je mettais l'accent là-dessus. Je disais que le parti doit pouvoir animer un siège. Vous savez que non seulement avoir un siège, ça nécessite des moyens financiers. Et animer donc ce siège à travers un secrétariat permanent, par exemple, à travers le personnel qui doit pouvoir animer des charges de fonctionnement. Mais si ce n'est que ça, presque tous les partis politiques vont pouvoir le faire. Mais quand il s'agit d'animer véritablement la vie politique, là, ça demande beaucoup de sous. Mais attention, ce dont nous parlons également, dites-moi, combien de partis politiques ont déjà véritablement de sièges qui puissent être véritablement animés, comme vous le verrez au Ghana, par exemple, dont nous maîtrisons un peu plus ou moins le système, où vous pouvez, au Nigeria à côté, on vous dit, tel parti politique se trouve dans tel quartier, dans telle localité, avec un secrétaire permanent qui suit donc la vie du parti, etc., etc. Combien en avons-nous au Bénin? Et donc, c'est déjà un problème. Parce qu'au Bénin, vous voyez un siège de parti politique aujourd'hui et demain, ce siège disparaît. Et donc, déjà, ça va commencer par là, louer un local, installer donc tout ce qui a rapport, tout l'armada qui a rapport, donc, louer ou construire.
louer ou construire. Et vous le disiez il y a quelques instants, c'est très important. Soit vous pouvez suivre désormais le rythme, comme vous ne pouvez pas le suivre et vous quittez, ou vous vous mettez en coalition et ça vous devient plus facile. L'essentiel que moi je retiens à travers ces réformes, c'est que désormais, ne serait-ce qu'en Afrique et au Bénin particulièrement, on ne pourrait plus dire, conformément à cet adage qui était cher à l'un des anciens présidents de la République française, que je cite donc, en Afrique, il n'y a pas de parti politique, il n'y a que des clubs électoraux. Le Bénin pourra donc se soustraire à cet adage-là. Bien évidemment, on va rencontrer des écueils, ça c'est naturel, ça participe de la vie donc d'un système politique qui plus est, bientôt 30 ans, un enfant qui a 30 ans, vous vous imaginez, l'enfant a beaucoup grandi et donc désormais les charges et les attentes sont un peu plus grandes. C'est vrai que Romia, oui, je comprends vos inquiétudes et ces inquiétudes ne se limitent pas seulement donc à l'animation à travers un siège, mais désormais chaque partisan, chaque sympathisant doit pouvoir cotiser. Parce que il faut véritablement faire un travail dans au le préalable. financement et dans le contrôle qui se fera après, en amont après, c'est que le financement privé aussi sera suivi désormais. Avec ces réformes, les partis vont pouvoir déclarer clairement leurs ressources et on verra clair. On va pouvoir, un peu comme ça se fait aujourd'hui, vous voyez, en France, où on peut poursuivre des gens pour des financements occultes. Voyez-vous, on va réussir, en fait, à limiter un certain... Parce que, voyez-vous, le chef de l'État, pendant sa campagne, pendant qu'il était candidat, fustigeait, en fait, cela. Il faut peut-être encadrer le financement privé. Ce n'est pas interdit. Aux États-Unis, vous voyez des entreprises qui financent des partis politiques. C'est-à-dire, c'est dans une certaine transparence. Mais ça se faisait chez nous dans une certaine opacité. Ouais. Et aujourd'hui, il faut aller vers cette transparence. Et donc, il faut encourager ces réformes. C'est pas bon pour certaines personnes, ça a un avantage pour certaines personnes, mais il faut y aller. Au mieux d'aborder un aspect particulier, c'est très important ce que vous disiez. Vous savez, la psychologie du Béninois est très importante dans cette affaire-là. Et ne vous en faites pas. Ils ne sont pas nombreux à cotiser. Ne vous en faites pas pour, ça va venir. Vous savez, ce que j'aime le plus dans mon pays, ce que j'aime le plus de mes compatriotes, c'est que très tôt, nous rentrons dans les rangs. Je vais prendre, ça va vous paraître bizarre cette comparaison. Comparaison n'est pas raison peut-être, mais vous avez vu comment ça fonctionne désormais. Le Béninois sait que, attention, il ne faut pas s'installer sur le trottoir désormais. Le Béninois sait que, parce qu'on lui a dit et on lui a démontré que, attention, les sachets sont nocifs et qu'il faut plus de 1000 ans, par exemple, pour avant qu'un sachet ne se détériore véritablement et donc que c'est nuisible à la santé. Et on a progressivement remplacé ces sachets-là par bien d'autres et ça rentre désormais dans les habitudes du Béninois. Donc, vous n'avez pas à vous en faire lorsque le travail sera fait en amont. Et en amont, c'est que les débats suivent véritablement pour qu'il y ait un nettoyage autour, pour que tout le monde puisse s'entendre par rapport à une charte. Et cette charte sera la phase qui va suivre, vous le savez très bien, elle sera promulguée par le chef de l'État. Et la vulgarisation. Ensuite, la vulgarisation suivra. Et c'est à cette les étape-là OSC sont très importants. Nous autres, nous allons plus rentrer dans la danse avec les OLC et les médias. La société civile qui a un grand rôle à jouer dans cet aspect-là. Et donc, en ce moment-là, la psychologie du Béninois pourrait véritablement être touchée pour que chaque Béninois sache désormais que, attention, la politique ne pourrait plus se faire comme elle se faisait avant. Mais nous avions une charte qu'on pourrait, en fait, à laquelle on pourrait se soumettre et avoir de meilleurs résultats, mais cette charte est restée sans en être Mais vous savez appliquée. qu'un adage de chez nous dit que tout le monde sait, je cite, tout le monde sait bien par où l'enfant sort. Et pourtant, c'est la taille qu'on chauffe pour la femme, pour traduire littéralement. Et donc, pour vous dire que tout le monde sait que nous avons une charte. Tout le monde sait, en tout cas. Les responsables des partis politiques et des alliances savent très bien qu'il y a des chartes qu'il fallait respecter. Mais combien respectent ces chartes-là? Combien expliquent ces chartes? Est-ce que nous ne courons pas le même risque avec cette non, du tout pas. Parce que voyez-vous, c'est là où j'apprécie en fait les nouvelles propositions qui sont faites. Enregistrement continue par être fait par le ministère. Le fonctionnement et le financement, c'est-à-dire le suivi et le financement est fait par la Sénat.
qui est l'organe qui s'occupe des voilà, permanent. Et voilà. Donc, quand il n'y a pas, comment on appelle, il n'y a pas campagne, on n'est pas en saison électorale, la Sénat sera dévolue à suivre le fichier électoral, à vérifier le fonctionnement des partis politiques, à sortir les statistiques et à proposer des sanctions pour que ceux qui doivent être radiés soient radiés rapidement et que la vie, le nettoyage et que la transparence. Et que, voilà, mais maintenant, ce que j'espère et je pense que nous y arriverons de plus en plus, qu'on commence pas à publier les rapports, ça se fait même déjà. Donc, davantage. Donc, sur la place publique, tout le monde verra. Vous n'avez pas participé, vous ne respectez pas les critères, vous n'avez pas de siège, vous nous avez montré un siège au départ. Il ne s'agit pas de venir faire une mise en scène pour qu'on donne attribut, on vous donne acte de création, on vous donne votre papier de création, et ensuite, quelques mois plus tard, votre siège disparaît. On ne voit pas aux prochaines élections, ou on voit aux prochaines élections, vous n'avez plus de siège, on va vous radier. Donc, ça sera maintenant très, très suivi, puisqu'on a désigné quelqu'un pour le faire. On donnera sûrement les moyens à cette institution, qui va faire le travail. La question qu'on peut se poser... Et là, voyez-vous, maintenant, et je ne pense plus que les OSC sommeillent maintenant. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils sommeillent déjà, mais je pense qu'il y a plus de veille. Et donc, les OSC sont là pour rappeler rapidement aux politiques, à l'exécutif et à l'opinion publique rapidement que telle institution ne fait pas son rôle ou est en train de tomber dans une léthargie. Donc voilà. Je pense qu'on a des garanties. Mais qu'est-ce que cela apporterait? Parce que ce qui est plus important, c'est que l'assiette du Béninois change, c'est que nous connaissons un niveau de développement à la hauteur des attentes du... Qu'est-ce que cela apporterait au développement du Bénin? Une réforme du système partisan, Abel Dako? Une réforme du système partisan apporterait au Bénin 1, comme j'ai pour coutume de le dire, et je m'y plais très bien lorsque je le dis, c'est désormais vendre autrement le Bénin. C'est très important. Maintenant, puisque quand on parle d'une réforme, quand on parle de la mise à jour de quoi que ce soit, le Béninois pense d'abord à son ventre. Et c'est important. Vous savez, lorsque vous avez la stabilité, parce que nous le disons également, que veut le peuple? Le pain et la paix. Maintenant, nous sommes en train de gagner la paix en amont. Le pain suivra en aval certainement, à coup sûr, non seulement certainement, mais à coup sûr, parce que désormais, puisque nous aurons la tranquillité de faire autrement la politique, ou donc autrement, chaque Béninois pourrait se sentir un peu plus à l'aise lorsqu'il s'agira de parler de son pays, et s'il y a déjà la paix, je le répète encore, il y aura forcément le pain. Il y aura forcément le pain. Et avoir le pain, c'est déjà que désormais, vous allez voir que les Béninois pourraient le ressentir un peu plus, chacun à son niveau, parce que la vie politique va être animée autrement. Et donc, on aura l'alternance au sein des partis politiques. Et suivez mon regard. Ce ne sera plus la même personne à la tête pendant démocratie qui va s'installer à l'intérieur des blocs, obligatoirement. Et donc, quand un jeune donc, sera élu, par exemple, vous voyez combien de fois derrière lui, ou lorsqu'il sera nommé, ou combien de jeunes, ayant donc le profil recherché, il pourra pouvoir insérer dans le système, etc. etc. Donc, il ne faut pas que le Béninois l'espère disons un facteur de pain qui sera directement ingurgitable, qui sera directement inséré dans la mâchoire pour être mastiqué et avalé et après le sortir par... Je vous pose la même question. Sans paix, il n'y a pas de développement. Les conséquences, les effets directs de cette réforme, c'est le renforcement, la consolidation de la paix et de l'unité nationale. C'est la base. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Et nous avons dit tout à l'heure, et je l'ai rappelé, que la Constitution dit que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. La vie politique, c'est le battement de la démocratie, de la vie de la République. Et si la République est perturbée, croyez que les activités économiques seront forcément chamboulées, que les investisseurs ne viendront pas parce qu'ils vont craindre pour leurs investissements, ils vont craindre pour le climat des affaires, ils vont craindre pour
comment je vais dire, l'environnement social, leur propre sécurité. Voyez-vous? Et donc, cette réforme permet de consolider, de rassurer davantage. Ce n'a pas tout de suite, on n'y voit pas tout de suite l'implication économique que ça peut avoir, mais une très grande implication. Voyez-vous un peu à côté de nous, un peu récemment, les troubles qu'il y a dans telle zone, ben je prends en exemple la crise de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous ce que ça a entraîné? Le départ de pas mal d'institutions, d'investisseurs. Et aujourd'hui, voyez-vous la paix qui revient et voyez-vous l'afflux de capitaux qu'attire la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est exactement ce que nous souhaitons pour le Bénin. Que la paix s'installe, que la confiance s'installe, que les investisseurs soient rassurés davantage, que la sécurité court et qu'enfin, les investisseurs arrivent parce qu'ils seront rassurés, parce que, voyez-vous, ce qui est malheureux, c'est de voir certains acteurs politiques sortir du pays, de l'État, se balader sur des chaînes internationales et dire que rien ne va au Bénin, dire que le Bénin est en danger, craindre une insurrection et dire que le gouvernement, que rien ne va ici. Vous avez suivi, je pense que vous suivez ces chaînes internationales où des acteurs politiques béninois vont pour décrier. Comment voulez-vous que des investisseurs arrivent et investissent dans le pays? C'est dommage. Non, on ne peut pas leur en vouloir, cher dommage. ami. Oui, je suis d'accord, on ne peut pas leur en vouloir, mais ce que je suis en train de dire, c'est que dans le fond, il y a de bonnes choses qui sont en train d'être faites et avec consensus, voyez-vous. Il faut pouvoir le rendre public et le rendre visible aussi, voyez-vous. Il va falloir que cette retombée économique dont vous parlez soit aussi, en fait, le fer de lance du gouvernement en diffusant l'information. Parce que j'ai l'impression aussi que de ce côté, nous ne vendons pas l'image. Tout à l'heure, tu as parlé d'aller sur l'échiquier international pour pouvoir discuter. Vendons notre image de paix. Mais cela passe exactement par une consolidation de la démocratie. Voilà. Il y a quand même, et je ne cesserai jamais de le dire, vous savez que depuis 28 ans, donc, aucun parti politique n'a pu conquérir et exercer le pouvoir d'État, ou du moins un acteur politique sorti d'un parti, issu d'un parti politique, n'a pu conquérir le pouvoir et l'exercer seul. Et c'est un véritable problème. C'est un challenge, et ça fait penser parce que désormais, on se dit, mais en 28 ans, vous venez de faire cette radioscopie donc de ce système-là. Mais donc, je pourrais vous dire que 28 ans, à comparer à 300 300 ans de vie démocratique d'autres pays, on pourrait se dire, on est au début. Il faut le voir dans le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le contexte africain. Et 28 ans de démocratie en Afrique, c'est pas rien. On peut compter le nombre de pays qui, après 1990, ont tenu une démocratie en bonne route, sans conflit, sans crise. Très bien, on va écouter Abel. On peut le compter véritablement au bout des doigts, je vous emprunte l'expression. Mais je dis également que Paris n'a pas été construit en un seul jour. Et on peut arriver à ce fait-là au Bénin où désormais le pouvoir va être géré par un homme qui est issu soit d'un parti politique ou d'un bloc de partis politiques. Et je pense que c'est l'aspiration, disons que c'est ce à quoi aspire donc ce gouvernement à travers la 7e législature, à travers donc ce travail de réforme du système politique qui est mis en jeu, qui est mis en branle désormais. Ça va se faire, c'est possible. Je dirais même que ce n'est pas impossible si véritablement
tout le monde arrive à s'entendre autour d'un consensus, tout le monde arrive à s'entendre autour d'un certain nombre de points. Je pense que désormais, ça va être une chose véritablement possible. Il suffit donc de la bonne volonté de chacun dans le couloir dans lequel il se trouve, qu'il travaille véritablement à désormais fusionner les forces pour que cela arrive. Et ça va être à l'actif du Bénin. Parce que vous l'avez rappelé, c'est très important également et il faudrait que effectivement on se pose ces questions-là par moment. Nous avons une démocratie, nous avons un système politique que nous vendons très cher et on dit, nous sommes les dépositaires de ce système-là en Afrique ou dans l'Afrique de l'Ouest où Olabi l'a dit tout à l'heure, en Afrique en général, le Bénin se veut un laboratoire que les autres essaient d'imiter ou imitent chaque jour que Dieu fait. Mais la grosse question, c'est celle-là que vous avez posée. D'accord, un laboratoire, mais pourquoi aucun homme d'État n'est sorti d'un parti politique? C'est parce que la volonté n'y avait jamais suivi. C'est parce que la volonté n'y avait jamais suivi. La volonté des acteurs politiques en amont et la volonté du peuple nous en avons aval. quand même connu une coalition, l'UN, vous vous en souvenez, et malheureusement, on n'a pas pu élire l'unique candidat de l'UN. Et tout ça. Donc, il y a quand même eu des tentatives. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, il y a eu des tentatives, mais qui n'ont pas abouti. Malheureusement. Vous consolidez, vous renforcez mes propos pour démontrer que c'est la volonté qui n'a pas véritablement accompagné, parce que ce dont vous parlez, vous le savez très bien. Si on doit se mettre dans cette historique, je pense que si on doit se lancer dans cette historique-là ici ce soir, je pense qu'on va réveiller de vieux démons, parce que vous savez tout ce qui s'est passé jusqu'à la veille donc de cette union-là, où cette union est véritablement devenue une désunion. De toute façon, ça revient. Oui. Ce qui nous divise est plus fort que ce qui passe. Non, ce qui nous unit plutôt est plus fort que ce qui nous divise. Et ça revient encore, puisque voilà, on va maintenant vers de grands ensembles, on oublie les divergences. Ça laisse la porte ouverte aux primaires à l'intérieur. Je dis, l'expression de la démocratie à l'intérieur de ces blocs se fera plus palpante. Parce que, voyez-vous, il peut y avoir plusieurs personnes qui voudront se présenter ou candidater à une élection présidentielle. Par exemple, ça ouvre la voie aux primaires, aux réelles primaires, qu'on puisse entendre les gens. Et je pense qu'on y arrivera. Ça se dessine. Ça se dessine. Voyez-vous, je prends l'image, je vois là où vous en venez. Vous dites, bon, aujourd'hui nous allons aller, peut-être que nous allons obtenir quelqu'un qui sera issu des partis politiques pour pouvoir diriger, et qu'en fait, on ferme la porte aux candidatures spontanées ou individuelles. Encore que tout le monde est libre quand même de... Bon, ça dépend également du code électoral. Du code électoral, tout à fait. Mais je pense en fait que justement, c'est d'où l'intérêt des primaires. Vous n'êtes peut-être pas... On a dit issu. On n'a pas forcément dit que le candidat, ou en fait à l'élection présidentielle, doit être forcément membre d'un bureau exécutif ou être un politicien à la tâche. Non, mais on a dit issu d'un parti politique. Donc, si vous aspirez, que vous soyez opérateur économique, je ne sais pas, commerçant, instituteur, professeur, ou je ne sais, quelle que soit votre classification, votre catégorie sociale, vous devez vous inscrire, vous devez être dans un parti politique. Et si vous pensez que vous pouvez, et qu'il y en a un ou deux, on sera obligé d'aller vers des primaires. Et des primaires, on aura. Si des primaires, on a encore un opérateur économique, c'est tant mieux. Et ça donnera plus de vie également au sein des partis politiques. Je vous ferai la dernière question. La dernière question, je vous la fais, Abel Dako, d'ailleurs, Emery également aura la dernière question. Et donc, la dernière question, c'est la fusion, d'accord, des partis politiques, oui, des acteurs, des présidents des différents partis politiques. Cela passe pas également la fusion des ressources financières, matérielles, oui, des différents partis? Oui, parce que là,
il faut véritablement, nous avons connu dans ce pays où quelqu'un, il est candidat du parti ou du bloc, mais il se retrouve seul à dépenser. Oui, et je pense que sur cet aspect, Emery est venu plusieurs fois là-dessus. Désormais, ça ne va plus pouvoir peser sur un seul homme. Ça ne va plus, ce côté financier ne va plus pouvoir peser sur un seul homme. À partir du moment où il y aura une traçabilité, il y aura un regard plus prospectif d'un organe, d'une institution qui va veiller au grain. C'est vrai. Et en sourdine, on peut assister à ces éléments-là, mais ce à quoi le Béninois lambda, vous et moi, et donc toutes les autres catégories pourraient assister, observer, c'est que régulièrement, cette institution-là va rappeler les uns et les autres à la raison en leur disant attention, pour ce mois-ci, pour ce trimestre-ci, pour cette année-ci, votre parti politique, votre bloc n'a pas pu déposer tel quote-part, etc., etc. Deuxièmement, il y aura que désormais les choses seront un peu plus cadrées pour qu'on dise, bon, pour telle élection, qu'on n'arrive jamais à chiffrer combien un parti politique a dépensé par exemple. Il faut contrôler. Désormais, ça va être contrôlé. Parce que si vous dépassez ce seuil-là, on pourrait vous taper sur c'est pourquoi j'appelle de tous mes bons voeux l'instauration de la Cour des comptes. Parce que justement, cette Cour, ça sera son rôle. Et ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. On n'a qu'à se dire la vérité, qu'on fasse des débats de fond et qu'on arrête de tromper le peuple. Parce que c'est une... voyez-vous, cette Cour installée, elle sera là pour s'occuper de la transparence des finances publiques, de tout organe dans lesquels l'État jette de l'argent. Vous serez obligé de vous mettre au pas. Combien de... vous le savez très bien, c'est un secret de polichinelle. Combien de fois on n'entend pas dire aujourd'hui que X aurait pris de l'argent pour sa campagne présidentielle. Pour des financements privés non déclarés. Non déclarés. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'émeut personne pour autant. Mais si on avait une Cour des comptes... Vous pensez qu'on finirait? Bon, même si... on limiterait, même si ce n'est pas... On limiterait avec cette agence... véritablement, merci beaucoup Emery Olabi, juriste. Merci Abel Dako, analyste politique. On va vous retrouver puisque le débat, ça se poursuit. Hein? Tout à fait. Ça se poursuit et donc nous reviendrons certainement ici pour toucher d'autres aspects de cette question-là, chers téléspectateurs de télé. Et donc, c'est fini aujourd'hui pour le grand débat de ce 23 juillet 2018. Ça se poursuit, hein, cette émission. Donc, ce premier numéro, ça se poursuit. Nous allons retrouver certainement WhatsApp.info, l'actu sur la toile, avec Maro Fabiola Boussari dans un instant. Tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 6h30, retrouvez-moi pour d'intenses moments de télévision. Les chroniques culturelles et économiques, la revue de presse, l'invité du jour et le débat, tout est spécialement concocté pour vous aider à bien démarrer votre journée. Le matin, votre tribune d'information et de commentaires dans la bonne humeur. Après le matin, c'est le Zénith et du lundi au vendredi, retrouvez-moi de midi à 15h sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. Je suis Christelle Podécon et pendant 3 heures, nous allons traverser plusieurs rubriques dans l'espace monde pour vous, chers annonceurs et faisons vivre pour la famille. Prenons le rendez-vous alors pour passer le temps. Et moi, c'est Romuald Boui. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à partir de 18h. Et c'est le soir avec des rubriques comme un invité tous les soirs, WhatsApp ou Info, c'est l'actu sur la toile, le grand débat ou palabre du soir, sans oublier la rubrique Bénin Révélé qui vous dévoile du matin au soir les grands efforts de développement du Bénin. Le soir, nous vous faisons mieux comprendre l'actualité. Je suis Stanislas Samoa.
Tous les week-ends, prenez rendez-vous avec moi pour la bonne détente, l'humeur et le divertissement. E-Télé, la chaîne de l'excellence.